C'est le cas pour notre invité du jour que j'accueille ici même sur ce plateau. C'est vous, Solène Chalvon-Fiorutti. Bonjour, merci d'être là aujourd'hui en cette journée spéciale sur toutes les antennes de France 24. Vous êtes grand reporter, co-réalisatrice du reportage Afghanistan, voyage en pays taliban, qui vient d'ailleurs, félicitations, d'être sélectionné pour le prestigieux prix Albert Londres. On aura une réponse incessamment sous peu. Vous connaissez bien le terrain, c'est ça évidemment qui nous importe aujourd'hui. On est 6 semaines après l'arrivée des talibans au pouvoir. Vous étiez venu sur ce plateau à mes côtés commenter l'arrivée des fondamentalistes avec toutes les questions et les craintes que cela soulevait. 6 semaines après, on en est où selon vous aujourd'hui ? Écoutez, sur la question des femmes, en tout cas, on attend. On attend parce qu'on n'a pas de directive claire. Il y a la question de l'éducation qui est primordiale et qui soulève beaucoup d'interrogations parce que les talibans, depuis plus de 10 ans en réalité, ont quand même répété qu'ils avaient évolué sur 2 questions principales à l'égard des femmes afghanes. C'est la question de la santé et la question de l'éducation. Là, on voit aujourd'hui que les lycéennes, donc comme par hasard les femmes qui sont pubères, on voit que les lycéennes et les étudiantes ne peuvent pas retourner dans des établissements public. Les talibans utilisent comme excuse le fait que ces zones-là, ces endroits-là ne seraient pas assez sécurisés. On a du mal à comprendre pourquoi les écoles pour fillettes seraient sécurisées, mais pas celles-ci. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un argument qui avait déjà été employé 20 ans plus tôt. Souvenez-vous, lorsque les talibans interdisent aux femmes d'aller à l'école et d'ailleurs d'être soignées, ils avaient dit que c'était parce qu'il n'y avait pas assez de femmes professeurs et pas assez de femmes soignantes. Et qu'il y avait aussi des problèmes de sécurité. Donc évidemment, ça soulève une très grande inquiétude auprès des femmes afghanes puisqu'elles ont déjà entendu ce discours. Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il y a des initiatives qui se développent clandestinement. Il y a des femmes qui utilisent des packages Internet, si vous voulez, qui ont un ordinateur, qui ont une bonne connexion. Évidemment, je parle des villes, mais je parle en fait des femmes qui sont éduquées. Et ces femmes-là, via Internet, mais aussi, on a le cas, on a des amis nous-mêmes en fait à Kaboul qui sont en train de développer des sortes d'écoles clandestines en fait pour les lycéennes, pour les faire au moins poursuivre leur scolarité. Et ça, c'est en train de se mettre en place. Et ce qui est important de noter, c'est qu'elles ne sont pas encore ciblées par les talibans. C'est-à-dire que les talibans ne viennent pas à l'intérieur des maisons pour leur interdire de donner ces classes. Donc peut-être qu'il y a des aménagements, notamment via Internet, qui seront bien plus possibles évidemment que 20 ans plus tôt quand on n'avait même pas d'Internet. Pourquoi ces largesses finalement ? On avait cru comprendre que c'était l'une des lignes rouges fixées par la communauté internationale, la situation des femmes et notamment cette question de l'éducation. Quand on regarde concrètement sur le terrain ce qui se passe, ce qui se passe en campagne notamment, on voit bien qu'ils ont le champ libre, les talibans, mais dans les grandes villes, ils sont moins regardants peut-être. Ça peut durer dans le temps ou c'est seulement... Alors attention, je répète, attention parce que pour l'instant, il n'y a pas de directive. C'est-à-dire que même le ministère de la promotion de la vertu et de la répression du vice, pour l'instant, en fait, son curriculum, on ne le connaît pas. On ne sait même pas, si vous voulez, on ne sait même pas. Les cours de justice sont par exemple en train de s'implanter dans Kaboul maintenant. Il y a plein de femmes qui veulent savoir si elles pourront garder leur salon de beauté, si elles pourront aller travailler dans un bureau où elles sont séparées physiquement des hommes. En fait, toutes ces affaires-là ne sont pas tranchées. Feuille de route, elle n'est pas claire. La feuille de route n'est pas claire, mais en plus, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des femmes qui sont interdites de travailler et on sait que l'ordre ne vient pas des talibans. On leur fait croire à l'intérieur de leurs entreprises et notamment des entreprises de médias, on leur fait croire qu'elles ne peuvent pas travailler. Vous avez vu ces images de femmes journalistes qui viennent et qui nous expliquent qu'on leur retire leur carte de presse à l'arrivée. En fait, on se rend compte, dans une situation, je rappelle, de misère sociale immense, de chômage qui grimpe en flèche, on se rend compte que très souvent, ce sont des collègues, ce sont des patrons qui sont des hommes, qui sont des Afghans, qui sont encore très empreints de cette culture conservatrice et qui ne les laissent pas venir au travail. Donc, il faut absolument continuer de relayer ces messages-là et ne pas se tromper non plus sur les intentions d'une grande partie des Afghans, notamment des campagnes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, l'arrivée des talibans, ça arrange beaucoup de monde en Afghanistan aujourd'hui ? Alors ça, je peux vous assurer que ça arrange beaucoup d'hommes, oui, beaucoup d'hommes conservateurs, a fortiori dans les campagnes. En ville, c'est très difficile de répondre oui, puisque les villes leur sont évidemment traditionnellement hostiles. Mais encore une fois, dans un contexte où un pays est en train de s'enfoncer complètement dans la misère, je rappelle qu'un Afghan sur 3 est en situation de très grande insécurité alimentaire. Bien sûr que pour des familles où de toute façon les femmes étaient à la maison ces 20 dernières années, il y a une petite ouverture effectivement dans leur monde, mais où les femmes sont quand même vraiment à la maison, où on continue de demander
la permission de son père et de son oncle pour épouser un garçon, ce n'est pas forcément le premier souci familial. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que vous voyez qu'un pays comme le Qatar, qui est très conservateur, qui est un pays ami, qui a accueilli les talibans, qui parle d'eux dans des termes qui restent encore aujourd'hui très élégiaques, il n'empêche que le Qatar, récemment, a condamné les talibans sur justement la place qu'ils réservent aux femmes, en disant la semaine dernière, via, il me semble, justement leur ministre de l'Éducation, que leur positionnement à l'égard de l'éducation des filles était très, très déprimant et qu'ils en étaient très déçus. Donc, il faut espérer qu'au niveau diplomatique, ce soit un levier qui soit actionné, et notamment dans le dégel, si vous voulez, des avoirs et dans l'aide au développement et dans l'aide humanitaire qui arrivera en Afghanistan. Il faudra espérer que la question des droits des femmes, et encore une fois, quand on parle des femmes qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent pas aller à l'extérieur de chez elles, ce que disent les Afghanes, c'est il ne s'agit pas de mes droits, il s'agit de mon existence. C'est mon existence, en fait, qui est remise en question. Il faudra espérer que la communauté internationale, qui a bien assez utilisé cette question, soit capable d'en faire un vrai levier d'action. On a vu dans notre reportage juste avant, ces jeunes filles s'engager dans la voie de sage-femme, qui est l'un des derniers rares métiers possibles, en tout cas, pour avoir un avenir et travailler et gagner leur vie. Vous évoquez ces femmes aussi qui ont fui le pays, il y en a un certain nombre. Est-ce qu'il y a des initiatives qui s'organisent depuis l'étranger ? Pour les femmes qui sont ici, vous voulez dire ? Oui, il y a des réseaux qui se mettent en place. Alors, c'est différent quand même. On voit bien ce qui se passe pour les femmes qui ont un réseau, qui parlaient anglais, qui étaient dans des sphères proches des chancelleries internationales. On voit quand même qu'il y a un accueil ici, qui est plus important que pour ceux de femmes. Je pense notamment par exemple à des femmes magistrates qui sont en ce moment dans l'Est de la France, qui nous ont expliqué qu'elles ne savaient même pas comment faire savoir qu'elles avaient besoin de nourriture, que nous avons mis en lien avec, je dis nous, c'est plein d'acteurs différents, mais avec les Restos du Cœur. Donc, on se rend bien compte qu'il y a quand même un accueil qui est différent pour les artistes, par exemple, et pour les journalistes, où là, il y a une vraie solidarité. Il y a d'autres femmes qui passent pas vraiment dans le radar. Et puis, ce qui est beaucoup plus triste, c'est qu'en fait, qui étaient les femmes, mais on ne le réalise que maintenant, qui étaient les femmes qui étaient en danger en réalité maintenant? On le sait, qui sont les femmes traquées, les femmes juges, les femmes avocates. Pourquoi ? Parce que les talibans, surtout dans les campagnes, quand ils ne se réfèrent pas nécessairement au commandement taliban, ils sont allés dans les cours de justice, ils ont eu les dossiers, ils ont vu qui elles avaient fait condamner, qui elles avaient fait parler, qui étaient les témoins. Vous vous rendez compte évidemment de ce qu'elles risquent. Donc ces femmes-là, d'ailleurs, c'est très bien documenté maintenant, parce qu'il y a des confrères qui font un travail formidable en Afghanistan. Ces femmes-là, les femmes juges, les femmes avocates, les femmes policières sont très en danger, et ce ne sont pas celles que nous avons sorties. La coalition internationale, pourquoi ? Pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'elles n'étaient pas dans les réseaux des Américains, parce qu'elles ne dépendaient pas directement d'une ONG internationale. Les résultats, ce sont celles qui sont restées sur place. Comment vous l'appréhendez, l'avenir à court et moyen terme ? On est 6 semaines après l'arrivée des talibans. Dans 6 semaines de plus, la fin de l'année. Je veux avoir de l'espoir. Je veux avoir de l'espoir parce que d'abord, il reste beaucoup de femmes sur place qui ont des ressources, qui ont un niveau d'éducation qui est bien supérieur à celui de leur mère. Il y a plus de 20 ans. Il y a timidement des toutes petites victoires. Là, on a appris qu'une radio communautaire, une radio où parlent des femmes afghanes, vient d'être acceptée entre Kaboul, Ghazni et Herat. Donc ça, comment ça s'est passé ? Eh bien, il se trouve que les gens qui tiennent cette radio sont allés au bureau des talibans du ministère de l'Information. On leur ont demandé s'il était possible d'émettre. Les talibans leur ont répondu pas de musique, ou alors vraiment, vraiment très, très bas et juste à Kaboul. Ensuite, ils leur ont dit qu'elles n'auraient pas le droit de montrer le visage de ces femmes. Donc, on reste évidemment dans des considérations extrêmement rigides, mais il n'empêche, cette radio, elle va pouvoir émettre, elle va pouvoir parler de la santé des femmes. Il faut espérer que les gens sur place qui n'ont pas pu partir, qui n'ont pas nécessairement d'ailleurs toujours envie de partir parce qu'ils n'ont pas les moyens de construire une vie ici, ou de toute façon ils n'étaient pas sélectionnés. Il faut espérer que ces gens-là arrivent à petits pas, avec notre soutien, avec la possibilité de pays comme les nôtres de continuer de les former. Il y a plein d'initiatives de e-learning qui se mettent en place avec des universités, notamment Paris 8 à Paris, qui fait un grand travail là-dessus. Il va falloir appuyer ces initiatives, permettre à des femmes de sortir et épauler celles qui sont sur place. Solène Chalvon-Fioriti, merci d'avoir été à nouveau notre invitée du jour.